Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première défaite du PSG de Luis Enrique. Pendant 15 jours c'était la trêve internationale, on attendait impatiemment le retour de notre club. Au final, si on pouvait retourner à la trêve, ce serait pas plus mal en fait, parce que ce soir il y a des airs de mars-avril. Il manque juste une conférence de presse de Christophe Galtier qui nous dit que c'est de la faute d'El Shaddai Bichabou et qu'il a hâte d'entraîner Pepsi demain parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et on est bon, on a le starter pack du PSG des 2 dernières années en fait. Pourquoi ? Deux sentiments. D'abord la défaite, qui nous embête bien évidemment, surtout que d'un point de vue comptable, ça fait déjà 7 points qu'on paume en ce début de saison. La saison 2020-2021, quand on perd le titre contre Lille, je rappelle que en grande partie, c'est le tout début de saison qui nous le coûte. Voilà. En plus, la défaite est amplement méritée bien évidemment au vu de notre prestation et du volume d'occasion créé, offert à l'adversaire. Pourquoi je dis le volume d'occasion et pas la prestation adverse ? Parce que c'est justement mon deuxième sentiment, celui que j'avais sous Pochettino et Galtier quand on affrontait Rennes, Lorient, Nantes et qu'on perdait. Le sentiment de voir une équipe arriver au Parc des Princes, libérée, qui te fait un petit peu de pressing, pas la prestation du siècle. Voilà, alors tu as un joueur qui tire son épingle du jeu, Terem Moffi ce soir, et ça passe. Il t'en plante 3, il pourrait t'en mettre 2 fois plus, et ils gagnent, ils repartent avec les 3 points, ils sont contents. La fin de match, elle est un peu enflammée, machin chouette, mais au final, voilà, c'est plus que mérité, tout simplement. 3-2 donc pour les Niçois ce soir. On va reprendre le fil puisque tout a commencé à 20h. Un choix un petit peu spécial de la part du service communication du PSG que de rendre hommage à Marco Verratti un vendredi soir à 20h sur Paris. Je ne vous fais pas de dessin, évidemment, les gens sont, alors pas encore au travail, mais dans le métro à cette heure-là. Voilà. Donc, forcément, tu as eu un Parc des Princes qui était à moitié rempli, même si la cérémonie, il y a eu quand même des émotions, hein, les larmes de Marco Verratti. Ça fait plaisir de revoir le Cup reprendre le chant italien et parisien, le talent d'un magicien. Tous les trophées, bon bref, c'est... Tu perds 3-1 contre Nice avec Carlos Soler sur le terrain et Marco Verratti en tribune parce que tu l'as exfiltré au Qatar dans le cadre d'une magouille pour assainir tes comptes, mais surtout te débarrasser d'une manière assez malpropre d'une légende de ton club. Voilà, j'ai résumé notre soirée ce soir. Enfin, j'ai envie de taper ma tête contre un mur, quoi. Parce que Carlos Soler était sur le terrain. Enfin, c'est un grand mot, hein, évidemment, hein, parce que complètement invisible. Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'une fois que tu es un petit peu pressé, tu es complètement décontenancé à la relance, en fait. C'est-à-dire que cette équipe est complètement aliénée par la volonté d'aller chercher les côtés. Dans l'axe, bon, évidemment, tu as un déficit de talent, mais ça, on l'a tous vu, hein. Avant le départ de Verratti, même avant le mercato, il existait. Il n'a pas été corrigé. On espère que cet hiver, ça sera le cas et que d'ici là, on n'aura pas trop de blessés. Donc déficit de talent avec ballon, mais aussi sans ballon, en matière de déplacement, de décrochage par exemple. Des défenseurs centraux qui manquent de personnalité, même si Danilo en a eu quand même par moment, notamment en fin de match quand il lance Mbappé sur un ballon pied en rupture, Mbappé qui rate complètement son contrôle, c'était beau. C'était beau, mais Skriniar c'est compliqué. Skriniar, ouais, son match ce soir c'est quand même très dur. Et aussi un petit peu de précipitation, j'ai envie de dire, dans le sens où tu recherches peut-être trop vite à jouer devant et tu joues trop au sol. Moi j'aimerais bien voir un petit peu plus de jeu direct sur un Gonzalo Ramos par exemple, qui a été quand même quasiment introuvable ou introuvé ce soir, parce que c'est vrai qu'il a été un petit peu délaissé par ses partenaires aussi. Tu fais rentrer Colomani, son entrée a quand même fait du bien, d'abord parce qu'il fait la passe décisive, et voilà, quand il a le ballon dans les pieds, tu sens que c'est quelqu'un qui va dynamiter la rencontre, qui peut en faire quelque chose. Et c'est vrai que je dois admettre que là, quand il est rentré, j'ai ressenti un gros fossé avec Gonzalo Ramos. Voilà, je veux pas manquer de respect à Ramos, on va être gentil avec lui, voilà, parce que c'est que son 4e match. Mais on va parler de toutes les performances individuelles du soir. Alors commençons par Donnarumma. Le pauvre, je pense que son compatriote Marco Verratti, qui l'a aidé
à s'intégrer dans ce vestiaire en 2021 où c'était pas gagné puisque Keylor Navas n'était pas content de son recrutement et on sait tous que Keylor Navas dans un vestiaire n'est pas forcément le plus diplomate, voilà. En plus à l'époque avec tous les Sud-Américains évidemment Navas avait un poids quand même beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc Donnarumma qui voit son ami Marco qui l'a aidé dans son arrivée au club et en plus sur le terrain partir, bon, je pense que quand les Vitinha, les Skriniar et tous les joueurs sans personnalité lui remettent le ballon dans les pieds d'un air de dire vas-y débrouille-toi, je pense que ouais, là Gigio il doit avoir des bons flashbacks du petit hibou quoi, hein, parce que là, enfin c'est une surresponsabilisation de notre gardien qui est assez marrante quoi, parce que bah, il a des palmes et Keylor Navas est dans le groupe en fait. Keylor Navas est dans le groupe, donc c'est un vrai numéro 2. Est-ce qu'il y aura une alternance? Je ne sais pas. En fait, tout, tout le gros du sujet, c'est le jeu au pied. Parce qu'on sait très bien que Navas n'est pas forcément meilleur dans ce domaine que Gigio Donnarumma. Donc est-ce que Luis Enrique se lassera de Donnarumma? Parce que je pense qu'à un moment donné, Enrique se lassera du gardien italien. C'est juste un ressenti. Hein. C'est pas une critique envers Gigio, c'est un ressenti envers Luis Enrique. Je pense qu'il s'en lassera à un moment donné. Est-ce que il mettra Keylor Navas devant lui? Je sais pas, parce que évidemment, il n'a pas forcément un meilleur jeu au pied en fait. Et puis, d'un point de vue physique, comme je le disais, ben, en fait, voilà, t'as Verratti qui est en tribune parce que visiblement il est revenu avec des kilos en trop. Mais Navas, les kilos en trop, en fait, on les voit sur Instagram, quoi. Mais Verratti, tu prends ses photos sur Instagram, tu vois pas les kilos en trop. Navas, tu les vois. Donc, en fin de compte, enfin, une petite différence que j'ai mis en avant dans une vidéo cette semaine. Bon bref, ce bon vieux Donnarumma qui n'a pas été aidé par la défense alignée, parce que de toute façon les gars, vous les connaissez, hein, les deux running gags de la saison, non les trois running gags de la saison au PSG, ce sera quoi? La charnière Danilo Skriniar quand elle sera alignée, on espère le moins de fois possible. Le milieu de terrain, ça ce sera le baromètre ultime, permanent évidemment si on recrute pas cet hiver, ce sera clownesque tout le temps. Et Ousmane Dembélé. Comment oublier ce bon vieux Ousmane, bien sûr, et sa finition bancale. Bref, avec ses problèmes, mais je ne sais même pas de quel problème on peut parler. C'est psychologique, c'est la motricité, je ne sais pas, mais il faut lui réapprendre à utiliser ses pieds, à les connecter avec sa tête. Bon, bref. Devant Donnarumma, donc Skriniar, comme je l'ai dit, bon, c'était prévisible, hein. On le disait dans les vidéos pendant tout le printemps. Skriniar en Ligue 1, il va falloir s'attendre à des prestations compliquées face à des attaquants un petit peu puissants. Le problème, c'est que Mofi, en fait, c'est pas forcément le genre d'attaquant auquel je faisais référence quand je disais ça. Moi, je pensais plutôt aux petits ailiers virevoltants, tu vois, qui arrivent, qui vont tellement vite et qui centrent, qui ont une exécution technique tellement forte, qui centrent en retrait, et du coup, Skriniar qui est un petit peu dépassé par les événements. Moi, c'est à ça que je faisais référence. C'est pour ça que ce soir, je suis surpris, parce que Terem Mofi, alors bien sûr, c'est vraiment un super attaquant. Bon, ça, tu suis la Ligue 1, tu le sais, mais c'est plus un attaquant en fait qui collerait justement sur le papier avec les qualités de Skriniar, à savoir dur sur l'homme. En fait, c'est le type d'attaquant que Marquinhos n'aime pas. Les attaquants un petit peu costauds, voilà, puissants. Et je me suis dit, c'est bien la signature de Skriniar parce que si tu l'associes à Marquinhos, il ira sur ce genre de profil que Marquinhos n'aime pas, puisque Marquinhos fuit le duel. Skriniar est un adepte du duel, mais là, le problème, c'est que ouais, ce soir, c'est pour ça que je suis vraiment déçu par la prestation de Skriniar. Bon, à la relance, encore une fois, c'est assez quelconque. Sur le troisième but, il défend n'importe comment, quoi. C'est très très difficile. C'est dommage parce que les timings, quand il sort de l'alignement, sont très mauvais. Danilo, alors Danilo en seconde, c'est moins bon qu'en première. Par contre, sa première, elle est bonne quand même parce qu'il récupère 7 ballons, si je dis pas de bêtises. C'est dans les standards d'un Manuel Ugarte qui en récupère 13 ou 14 sur un match. Euh, il a plutôt été bon parce qu'en plus, c'était vraiment de la défense en avançant en fait. Voilà, à chaque fois, il était un petit peu lancé. C'est dommage que la seconde mi-temps soit moins aboutie, notamment sur lequel c'est le deuxième but, ouais, c'est le deuxième où il se fait un petit peu malaxer. C'est dommage. C'est dommage. Et puis à la relance, voilà un petit peu de personnalité par moment que j'ai plutôt apprécié. Mais encore une fois, c'est en première mi-temps. En seconde, c'est un peu moins bon. Hakimi. Alors Hakimi, écoutez, pareil, j'ai envie d'être positif avec lui parce qu'en fait, là, c'est un ressenti. C'est une des rares fois où
j'ai pas vraiment de frustration sur sa performance en fait. Je l'ai trouvé assez juste. J'ai bien aimé sa capacité à revenir dans l'axe, un petit peu comme les latéraux sous Pep Guardiola, sur les phases de relance, sur les phases de construction, parce qu'il l'a fait avec une certaine justesse. Luis Enrique a eu beaucoup d'audace de tester ça, parce que c'est vrai que sur le papier, Achraf, c'est plus un défenseur qui aime être lancé. Mais là, en fait, tu réussis tout de même à le trouver lancé. Il y a des phases de jeu où il a le ballon lancé complètement. Et deux, ben, tu réussis à en faire un défenseur polyvalent, donc beaucoup plus imprévisible pour l'adversaire, parce qu'il arrive à s'insérer dans la densité. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a la passe décisive aussi pour Mbappé, son apport dans le dernier tiers. Et pourtant, ces 5 premières minutes, elles sont un peu bizarres. Tu vois, sur les 5 premières minutes, je me dis, mince, on repart sur un Hakimi un peu brouillon. Et au final, pas du tout. Donc c'est un match de bonne facture, j'ai plutôt bien aimé. Même si la seconde, bien sûr, bon, pour toute l'équipe, a été un petit peu un no man's land. Lucas Hernandez, bon, encore une fois, arrière gauche. Alors, à ce poste-là, j'ai quand même hâte du retour de Nuno Mendes. Alors, avis de recherche pour lui, Kimpembe et Mukele, qui, je pense, sont décédés, tout simplement, parce que ben voilà, on les voit plus du tout. Enfin, on aimerait bien les retrouver, quoi, les mecs, à un moment donné, parce que je pense que la percussion de Nuno ballon au pied nous ferait du bien sur ce côté gauche. Alors, c'est complètement fou ce que je vais dire, mais ça, c'est pareil. Hein. J'ai envie de me taper contre un mur à dire ça. Parce qu'en fait, il y a 4 mois, on se plaignait que le pôle de créativité était exclusivement sur le côté gauche. Mais là, c'est l'inverse, en fait. Là, c'est l'inverse. À droite, le duo Hakimi-Dembélé fait quand même des ravages dans le jeu. Hein, on peut tout dire. Dans le dernier tiers, c'est vrai que les deux tergiversent. Mais dans le jeu, c'est quand même du très lourd. Enfin, Dembélé, on ne peut pas omettre son talent, sa capacité à se retourner, les feintes de corps, et une fois lancé, sa capacité à être inarrêtable en fait, à moins de faire faute et d'avoir un carton jaune comme Krefren Thuram en première mi-temps. Là, c'est plus le côté gauche qui est difficilement trouvable. Alors bien sûr, il y a Mbappé, donc forcément, il y aura toujours un petit peu d'activité sur ce côté-là, et encore, puisque Mbappé s'amuse à redescendre, à nous faire l'espèce de playmaker, tout ça pour perdre des ballons comme sur l'ouverture du score. C'est ça qui m'embête en fait. Le problème, c'est que fais des appels en profondeur. Joue sur tes qualités. Alors oui, vous me direz, qui pour envoyer les ballons en profondeur? Alors bah ça, c'est sûr que c'est une bonne question. Mais si Mbappé décroche, il n'y aura personne en fait qui va demander dans la profondeur en fait. C'est une balle, enfin, c'est le chien qui se mord la queue. Voilà, c'est un problème sans fin. Voilà, c'est le problème de faire partir les joueurs de rupture que sont Neymar, que sont Marco Verratti, sans les remplacer. Pas forcément par un profil similaire, mais au moins un joueur avec un bagage technique proche, puisqu'évidemment identique, c'est introuvable sur le marché aujourd'hui. Qui d'autre sur le terrain ce soir? Carlos Soler, bon écoutez, pas grand chose à dire. Je regrette encore une fois de l'avoir défendu dans ma vidéo avant match hier, bien évidemment. J'arrêterai finalement l'espèce de documentaire que le PSG a sorti cette semaine, là, 24 heures avec Carlos. C'est sa meilleure action au PSG, tout simplement. Voilà. Ce garçon-là, je ne sais pas ce qu'il foutait sur le terrain. Je pense qu'il fallait faire plutôt une interview croisée avec Inoxtag en avant-match en fait. Voilà, parce que là, on a un espèce d'influenceur, hein, parce que pour ce qui est du terrain, c'est quand même très compliqué. Voilà. Vitinha, bon, super, j'ai bien aimé quand il a animé le côté gauche, quand il a évolué haut sur le terrain, voilà. Chose que Verratti ne peut pas faire, hein, selon les observateurs, et je suis persuadé que Luis Enrique pense ça, hein, je suis sûr et certain. Je veux pas lui tomber dessus parce que je l'adore, Lucho. Je l'adore, je suis à fond derrière lui. Juste, j'ai une grosse incompréhension sur cette histoire de Verratti. Parce que mettre Vitinha aussi haut sur le terrain, bah en fait, il nous fait un petit peu ce que Pochettino faisait avec Verratti à ses débuts, là, quand il mettait Verratti numéro 10, un petit peu excentré, mais avec Vitinha. Donc forcément, ça a tout de suite un peu moins de gueule, quoi, parce que bah, la personnalité, les qualités techniques sont plus trop là. Et puis, bah, en fait, ce qui m'embête, c'est que physiquement aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, les gars. Physiquement, en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Et encore une fois, ce soir, j'ai oublié de le souligner, le PSG jouait sans Manuel Ugarte. Tu vois déjà que tu as une espèce de dépendance vis-à-vis de lui. Parce que tu te fais torpiller. Bon, Solaire,
voilà, ça fait 1 an qu'il est en Ligue 1, qu'il valse à chaque duel, ça nous choque même plus. Vitinha, bon, c'est un petit peu pareil. Warren, pareil, un petit peu invisible, un petit peu mou, et ça me fait peur. Cette dimension physique que le milieu est incapable d'imprimer, ouais, c'est- ouais, c'est. Ben, si j'avais une comparaison très très osée à faire, euh, ce matin je regardais une compilation du match de Pogba avec l'équipe de France contre la Suisse, une compilation de Pogba époque Juventus. Ben voilà, en fait, tout simplement, c'est ce prototype de milieu qu'il nous faudrait absolument. Alors vous me direz, le Bellingham actuel, il y a 3 ans, vous m'auriez dit Milinkovic-Savic, mais c'est vrai qu'en fait, ce milieu assez avancé, très grand, parce qu'en fait, sur les seconds ballons et tout ça, on est ridicule, quoi. Vitinha qui se fait bouffer par Kefren Turam dans les airs, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Cette dimension physique, je la mets en avant parce qu'il ne faut pas l'omettre, en fait. Voilà. Le bruit qui court depuis le mercato, c'est recruter un milieu créatif, bien sûr, bien sûr. Mais attention, la dimension physique, parce qu'en réalité, Tao Ugarte, c'est très bien, mais le problème, c'est que derrière, et même Fabian Ruiz, en fait. Fabian Ruiz, bah, c'est un des joueurs les plus grands de l'effectif en taille, mais un des plus mous au duel, quoi. Donc, en fin de compte, tu fais quoi avec le garçon? Bon, bref. Ousmane Dembélé. Si t'avais la finition, garçon, mais si t'avais la finition. Et j'ai vraiment pas hâte du mois de février, où il va nous faire ce genre d'occasion loupée en huitième de finale de Ligue des Champions, et que là, par contre, on lui insultera tout son arbre généalogique devant la télé, quoi. Euh, mais quelle frustration. Parce qu'en fait, s'il finissait, parce que là, ça fait 4 matchs, 8 tirs qu'il a, 0 cadré, 4 occasions franches loupées. C'est exceptionnel. Euh, si la finition, il l'avait, on parlerait potentiellement, enfin, ce serait limite le deuxième meilleur joueur de l'équipe derrière Mbappé, en fait. Voilà. Et limite, il aurait un avantage par rapport à Mbappé, ce serait sa rigueur défensive, qui me surprend quand même positivement. Mais le problème, c'est que le mec, mais à la finition, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est exceptionnel, quoi. Là, la première occasion qui foire complètement avec le pied trop ouvert. Alors déjà, il y a le choix de tirer et l'exécution technique, et aussi le choix de ne pas faire la passe à Ramos qui est à côté. Euh, En plus derrière, bon, alors il y a l'occasion qui loupe avec la frappe un peu trop croisée, mais c'est le problème, c'est que tu as l'impression que c'est irrécupérable parce que le garçon commence à avoir de l'âge et surtout en fait, c'est je sais pas, c'est des gestes qui paraissent tellement naturels, ça paraît tellement ancré en lui, c'est même pas un déficit technique, c'est une question de motricité de ses parties inférieures en fait. C'est exceptionnel. Et pourtant, dans le jeu, le mec fait tellement de différence. Voilà, les 1 contre 1, comme je disais, les feintes de corps, se retourner. Et en plus, les efforts défensifs sont plutôt pas mal en fait. Hakimi est plutôt bien épaulé. Ça doit le changer de Pionel Pepsi l'année dernière. Et le problème, c'est que Pionel Pepsi, bah lui, il mettait les coups francs à la dernière minute contre Lille. Quoi. Il avait les statistiques. Quoi. Même si, attention, euh, loin de moi d'avoir ce discours démagogique comme quoi avec Messi on gagne ce soir, machin chouette. Je rappelle que Messi en fin de match contre Marseille en Coupe de France au mois de février, quand c'est la passe à 10 là, et qui te fait les passes d'un air de dire j'en ai rien à branler, c'est une balle de bowling que vous me passez, voilà, j'oublie pas ça. Comme de l'autre côté aussi, j'oublie pas le coup franc qui sauve la tête de Christophe Galtier au moment où il le met. Donc, est-ce que c'était une bonne nouvelle? Bref. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Euh, Bah écoutez, je vous le disais dans une vidéo cette semaine, le match n'a rien changé. J'ai quand même peur du Icardi bis. Et surtout quand je vois l'entrée de Randal Colomani, c'est surtout que j'ai quasiment une certitude. Si Colo réussit à marquer un petit peu, Gonzalo Ramos se fera... Enfin, peinera à exister. Voilà. Pour être gentil avec lui. Parce que le garçon... Alors oui, il se déplace. En fait, c'est ça que je comprends pas trop. Euh, à la différence d'Icardi, il se déplace quand même beaucoup plus. Il court beaucoup plus quand on a le ballon, en fait. Alors ok, il avale des espaces, il en libère pour ses partenaires. Ok, par moment, il a été un petit peu délaissé. Mais malgré tout ça, je conserve quand même un certain ressenti de courses qui sont
pas forcément les plus efficaces, les plus efficientes. C'est logique, ce sont ses débuts aussi, on va être patient. Mais je m'attendais quand même... Enfin, je rappelle que ce joueur est formé milieu de terrain, en fait. Du coup, je m'attendais à voir quelqu'un qui se déplace un petit peu mieux quand tu évolues sur les phases de relance. Bon, quand il est dos au but, j'en attendais plus dans l'exécution technique, quoi. Le mec, il a grandi dans la densité du milieu de terrain. Et là, quand il a le ballon, il a un temps de retard. Je suis désolé, il a un temps de retard. Ça prend du temps. euh, les appuis sont assez lourds, tu vois. Un peu, enfin, pathos, c'est pas le mot, parce que pathos, ça ferait référence à un joueur qui n'est pas en forme physiquement, alors qu'il l'est. Mais voilà, le timing, il paraît un petit peu déconnecté, un petit peu à contre-temps. Alors, il a une occasion de la tête. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il les loupe, quoi. Parce que on va avoir un attaquant qui va jouer que là-dessus. Le problème, c'est que là, tu as tellement recruté en attaque que ça va être très difficile à exister pour lui. Euh, Tout comme pour Dembélé, si Barcola commence à marquer, comme il l'a fait en espoir, comme il le faisait à Lyon, puisqu'on sait que Barcola a quand même certaines qualités à la finition. Franchement, si Dembélé continue comme ça et que Barcola, pour l'instant on l'a juste vu sur des entrées Barcola, je me calme, hein. Mais dans l'hypothèse où Barcola commence à marquer des buts, à être beaucoup plus instinctif, décisif que Dembélé dans le dernier tiers, bah, qui vous titularisez? C'est une vraie question qu'on pourra se poser. Bon bref, pour l'instant, elle n'a pas lieu d'être. Et on attend le match contre Dortmund mardi, bien évidemment, qui sera un tout autre match parce que c'est la Ligue des Champions, parce que les joueurs seront plus frais, parce que Ugarte et Marquinhos aussi. J'aimerais souligner l'absence de Marquinhos au niveau de la charnière ce soir en matière de vitesse, de réaction, de défense en avançant, voilà, même à la relance, même si Marquinhos joue en pantoufle dans ce domaine-là depuis des années. J'ai ressenti un petit manque de notre capitaine caca culotte ce soir. Voilà. Bref, bonne soirée à la Team Notif, bon week-end à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Et puis on se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Ciao les amis, prenez soin de vous.